Bonjour à tous et à toutes, je reviens aujourd'hui pour partager avec vous un article que j'ai fait il y a un moment déjà et je n'avais pas eu le temps ni de le mettre sur le site, ni de le mettre en vidéo. Donc du coup, je le fais aujourd'hui, je me pose un petit peu. Cet article avait été annoncé dans mes newsletters auprès des personnes qui me suivent par ailleurs, donc du coup, voilà, je pense qu'elles seront enfin contentes qu'il sorte. Donc il concerne le pervers narcissique, l'hypersensible et la blessure de rejet de l'hypersensible. Donc je vais en faire un petit résumé parce qu'en fait c'était le thème d'un de mes derniers articles justement sur le blog. Et donc là je développe un petit peu plus la thématique. Mais pour ceux qui n'ont pas eu l'article, de 1, il y aura en barre d'infos le lien pour vous permettre de connecter avec et d'avoir aussi tous les autres articles qui ont été réalisés parce qu'on est sur un cycle en fait qui concerne la personne toxique, à minima toxique, à maxima perverse narcissique et sa rencontre avec l'hypersensible et les blessures de l'hypersensible. Le but étant de permettre à chacun de comprendre ce qui se passe dans cette relation, de voir quels sont les outils qui sont à sa disposition et dans la mesure où moi je travaille spécifiquement avec la médecine de la rose, comment les praticiens en médecine de la rose peuvent également vous accompagner, parce qu'on est un petit peu partout sur le territoire, donc vous en avez forcément un à proximité de chez vous. Donc voilà, donc je vais faire la... Excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée, je suis tout le temps un peu fatiguée. J'ai déjà fait un petit résumé donc de la première partie de cet article qui est dans le blog, où j'expliquais en fait que la personnalité hypersensible émotionnelle est quelqu'un qui est très marqué par la blessure de rejet. Et le problème avec cette blessure, c'est que cette personne va construire des masques, une personnalité sociale qui n'est pas elle, mais qu'elle va montrer au monde en fonction de ce qu'elle croit que les autres attendent d'elle ou en fonction de ce qu'elle croit qu'elle doit montrer pour être aimée par les autres. Ce qui va avoir pour effet sur elle de la conduire à mettre de côté qui elle est vraiment. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sait pas qui elle est vraiment. Des fois, si, mais ça, c'est vraiment après la rencontre avec une personne toxique, voire perverse narcissique. Mais au démarrage, elle sait qui elle est vraiment, sauf qu'elle a compris, appris, malheureusement, que qui elle aime vraiment ne plaît pas à son entourage proche, ou elle a cru percevoir ce message de son entourage proche, et donc elle se constitue comme ça une personnalité de scène, on va dire, hein, une personnalité d'apparat, qui ne lui permet pas de vraiment s'épanouir et se manifester telle qu'elle est, et encore moins de satisfaire ses réels désirs à elle, puisqu'elle est tout le temps en train de vouloir satisfaire les désirs des autres. Très souvent, cela va aussi se manifester du coup dans son caractère par des moments émotionnellement compliqués. Ça peut être des sauts d'humeur, des temps de dépression, en tout cas voilà, des indices émotionnels comme ça qui montrent que sa vraie personnalité et la personnalité qu'elle met en façade comme ça entrent en conflit. Parce que c'est ça que viennent indiquer ces moments, c'est qu'il y a un conflit entre le vrai désir de la personne, donc qui elle est vraiment, et ce qu'on lui a fait croire qu'elle devait faire pour plaire aux autres. Donc forcément, quand le faux self et le moi réel entrent en conflit, il y a des manifestations émotionnelles assez désagréables tant pour la personne que pour son entourage. Et ce faux self de l'hypersensible, non seulement en plus ça ne protège absolument pas parce que du coup il n'est pas satisfait, il n'est pas épanoui, mais en plus on va voir dans le cadre des personnes toxiques que c'est ça justement qui va attirer à cette personne des individus toxiques dans son environnement. Il faut se dire que c'est un petit peu comme si cette blessure de rejet allait créer une espèce d'odeur. J'ai imaginé, enfin voilà, vous le mimez comme ça, une espèce d'odeur qui va attirer certains requins. Et cette odeur, elle se compose de quoi? Elle se compose de demande, d'être aimé, d'être reconnu comme étant une personne de valeur,
peut-être des fois même protégé ou guéri. Enfin, voilà, cette odeur se compose de tous ces manques affectifs dont la personne hypersensible va être chargée. Donc on est bien dans le cadre d'une dépendance affective, en fait. Et le problème, c'est que cette dépendance affective va attirer un pseudo-sauveur. Et là, vous comprenez qu'on entre tout de suite dans le triangle de Cartman, bourreau, victime, sauveur. Ce pseudo-sauveur, donc la personne toxique ou perverse narcissique, va faire semblant de répondre aux demandes d'amour, aux demandes de sécurité, aux demandes de reconnaissance de l'hypersensible. Et c'est bien cet amour incroyable qui va être projeté d'un coup envers l'hypersensible qui va être la première illusion dans laquelle il va tomber. C'est pour ceux qui ont déjà eu à traverser cette épreuve de vie, c'est la phase de love bombing telle qu'elle est décrite dans la littérature anglo-saxonne pour décrire une phase d'amour bombardé. Il faut vraiment le prendre au sens littéral du terme, où là vous vous retrouvez avec quelqu'un qui vous encense complètement, qui vous met sur un piédestal, qui aime tout ce que vous faites, qui aime les mêmes choses que vous. Enfin, c'est presque trop beau pour être vrai, justement. Et quand on a déjà traversé cette part de vie, cette épreuve de vie, qu'on a déjà été confronté au love bombing, on sait très bien que ce qui va venir après, c'est tout l'inverse. C'est justement la dégradation de l'individu hypersensible. Cette personne qui était encensée, qui était vénérée presque, qu'elle soit homme ou femme, va se retrouver dégradée. Donc on parle ici d'une dégradation sociale, d'une dégradation émotionnelle et d'une dégradation psychologique. Sociale au sens où la personne a commencé à avoir des discours différents sur elle, où finalement elle n'est pas aussi bien qu'elle penserait l'être. Là, on va relever toutes les erreurs, toutes ces imperfections. Nous avons tous des imperfections, personne n'est parfait. Et ces imperfections, par exemple, vont être relevées dans des cadres sociaux et pour en faire une généralité. Par exemple, la personne oublie de fermer la porte. Bon, ça peut arriver, hein, vous êtes parti précipitamment, vous oubliez une fois de fermer la porte en 365 jours. La personne toxique va prendre cet élément et le propager autour de vous comme si vous le faisiez systématiquement, donnant de vous l'image de quelqu'un, par exemple, d'inconscient ou d'irresponsable. Donc ça va être ça, par exemple, sur le plan social. Sur le plan mental, ça va être le fait de venir toucher à toutes vos croyances et de vous les démonter. Voilà, par exemple, sur le plan mental. Vous croyez que vous êtes bon cuisinier ou bonne cuisinière? Pas du tout, tout ce que vous faites, c'est pas bon. Voilà. Et toutes vos croyances sur vous-même, sur la vie, vont être attaquées. Le but, c'est de vous mettre en doute. Plus vous doutez, plus la peur s'installe, la peur de mal faire par exemple, s'installe, et plus vous êtes facile à manipuler. Sur le plan émotionnel, vous dévalorisez. Vous êtes trop gros, trop grosse, trop grande, trop petite, vous vous habillez pas assez bien, ça va pas, c'est pas ça. Ça peut être, vous créez des micro-stress, vous mettre des coups de pression, comme on dit. Voilà. Ça peut être vous demander de satisfaire des besoins, par exemple, voilà, admettons quelqu'un qui adore les meringues au citron. Vous êtes avec un compagnon ou une compagne qui adore les meringues au citron et vous avez envie de lui faire ça parce que ça vous fait plaisir de lui faire plaisir et en retour vous allez avoir un rejet par rapport à ça où on va vous expliquer que vous ne savez pas cuisiner, que vous êtes bon à rien ou bonne à rien parce que
peut vous atteindre émotionnellement. Donc dès l'instant où ça peut vous atteindre émotionnellement, ça diminue encore vos vibrations. Vous êtes en vibration basse, vous êtes donc facile à manipuler. Et en plus, encore une fois, vous recommencez à douter de vous, à avoir peur de mal faire. Parce que l'idée, c'est vraiment toujours ça, c'est vous mettre dans des peurs de tout. Et évidemment, quelle est la seule personne qui pourra vous sortir de cette peur? Vous savez déjà. Donc ça, c'était le résumé un petit peu de l'article que j'avais rédigé sur le blog. Alors pour la suite, j'ai fait des notes parce que, comme je vous le disais, ça faisait longtemps que j'avais rédigé et donc du coup, il faut que je me remette un petit peu dedans. Mais pour la suite, voilà, je voulais vraiment qu'on aille un peu plus loin que ces quelques éléments et que je puisse vous apporter des éclairages sur la compréhension un peu plus en profondeur de ce qui se joue à ce moment-là de la relation et qu'est-ce qui va faire vraiment que l'emprise va s'imprégner autant chez la victime et pourquoi finalement lui parler juste à son mental ne peut pas être entendu. Ça ne pourra pas être entendu. Elle va comprendre ce que vous lui dites, mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas parce qu'elle a un vrai travail, elle aussi, à faire. Il y a dans le tout premier article, justement, où j'expliquais que l'emprise, elle se déroulait au niveau mental, au niveau social, au niveau émotionnel et au niveau spirituel. Et en fait, il faut voir ces 4 aspects pour pouvoir vraiment accompagner une personne et la faire sortir de cette situation. En plus du travail qu'elle va avoir elle-même à faire sur elle. Donc là, on va se concentrer sur le travail qu'elle va avoir à faire sur elle, un des premiers travaux qu'elle aura à faire sur elle. Et en fait, à l'époque où j'ai préparé cet écrit, j'étais beaucoup entourée de l'élément eau. Alors ceux qui me connaissent savent que je suis déjà naturellement entourée par l'eau et que j'ai un très fort lien avec l'eau. Mais là, c'était plus que d'habitude. Et du coup, je me suis un petit peu arrêtée pour essayer de comprendre ce que cet élément venait me dire par rapport au thème sur lequel j'étais en train de réfléchir. Et du coup, étant sur le chemin de la Madeleine, le chemin de la médecine de la rose et par extension des Vierges Noires, je me suis connectée un petit peu pour comprendre ce qu'on essayait de me faire tilter et à côté de quoi je passais. Et donc là, elles m'ont rappelé la nécessité de savoir s'abreuver à ses propres eaux intérieures. C'était ça que je n'arrivais pas à lire dans leur message. C'était vraiment cette nécessité de savoir se rappeler, d'aller se connecter régulièrement à ses eaux intérieures. Et aussi l'importance de reconnaître que dans ces eaux intérieures, nous avons des joyaux qui ont été placés et qu'il était important de les garder comme on garderait des perles sacrées. Donc ça a forcément fait écho chez moi. Et ça a doublement fait écho parce que quelques jours après, donc, je suis partie au pèlerinage des Saintes Maries. Et à un moment donné, mon fils me ramène un coquillage. Il pensait qu'il était mort, en fait, le coquillage, parce qu'il était entier. Et quand je le prends, je vois le coquillage qui se ferme. Et je dis à mon fils, non, il est vivant, il faut le remettre à l'eau. Et je remercie parce que l'enseignement est reconfirmé au travers de ce coquillage. Et je dis à mon fils, mais tu vois cet enseignement que la mère vient de nous donner. Il me dit, ben non, il a 10 ans. J'ai dit, écoute, ce coquillage, il vient de nous rappeler l'importance de protéger ce qu'il y a de plus précieux. Il me dit, c'est un coquillage, qu'est-ce qu'il peut avoir de précieux? Et j'ai dit, sa vie. Tout simplement. Ce qu'il y avait à l'intérieur de lui, sa vie. Donc ça fait vraiment écho au message qui m'était transmis pour ce thème d'article.
et ça vient le confirmer. Et je crois que c'est vraiment la chose importante à retenir, préserver ce joyau que l'on a à l'intérieur de soi. L'autre enseignement que c'est Madeleine souhaitait voir transmis donc, dans l'article au travers de l'eau, c'était tout ce que l'on sait déjà sur l'eau, c'est-à-dire la capacité de mémoire de l'eau, la programmation possible de l'eau, les propriétés guérisseuses et régénératrices de l'eau. Voilà, toute cette science, cette connaissance que l'on a maintenant qui nous permet de savoir à quel point l'eau est un élément vivant à l'intérieur de nous comme à l'extérieur de nous. Ce n'est pas un élément inerte. Et au début, on pourrait se dire, oui, mais là tu nous parles de l'eau, c'est quoi le rapport avec l'hypersensible, le toxique, le pervers narcissique? Et bien en fait, si, au sens où, pour les personnes donc, qui travaillent avec la roue de la Madeleine, et que j'ai formé ou pas, normalement, donc vous savez que l'eau est l'élément qui est gardé par Mère Marie, la mère de Yeshua. Et elle est la gardienne de l'eau, et donc du coup, elle est la gardienne de l'amour inconditionnel, de l'enfance, et de tout ce qui a lien avec les notions de maternité, de mère divine. Les autres gardiennes aussi, les autres vierges noires aussi, ont ce lien particulier avec la mère divine. Mais voilà, quand on parle de cet amour inconditionnel, de cette notion d'enfance, on commence déjà à voir quelque chose par rapport à la notion de blessure de rejet qui est profondément inscrite chez l'hypersensible. Ça commence à se dessiner. Et dans la série des articles que j'ai déjà écrits, je vous disais que le petit enfant hypersensible a très tôt pris la décision de porter des masques et des rôles pour ne plus subir la souffrance liée à sa blessure de rejet. Autrement dit, il s'est enterré lui-même à l'intérieur de lui, quelque part, il n'y a que lui qui sait où, et a créé un personnage à qui il a donné le droit de venir s'asseoir littéralement sur lui et l'écraser complètement. Et c'est ce personnage qui, au fur et à mesure du temps, va prendre toute la place, oubliant, abandonnant même qu'il y a un petit enfant qui est là quelque part, enfermé sous une dalle. Voilà, donc son enfant intérieur, il n'existe plus, il est enterré, fermé. Et en faisant cela, sans le savoir évidemment, il s'est déprogrammé de qui il était vraiment et s'est reprogrammé sur la base d'une croyance limitante qui dit, grosso modo, je ne dois jamais me montrer tel que je suis, sinon je risquerai d'être rejeté. C'est cette croyance fausse, mais qu'il pensait Salvatore à ce moment-là, qui a été reprogrammé dans ses cellules, par lui-même. Je ne dois jamais me montrer tel que je suis, sinon je risque d'être rejeté. Cette pensée limitante et erronée sur lui s'est enregistrée dans ses cellules de par la mémoire de l'eau. Dans l'eau de ces cellules, c'est cette pensée qui a pris toute la place et qui s'est infiltrée. Vous savez que l'eau s'infiltre partout. Donc ça s'est infiltré jusque dans son inconscient, programmant désormais sa nouvelle façon d'être au monde. Sauf que pendant ce temps, il y a un véritable système d'emprise qui est élaboré par l'individu autour de son enfant intérieur, autour de qui il est vraiment. Et cette pensée limitante va sceller la tombe de l'enfant intérieur qui n'aura plus ni le droit de s'exprimer, ni de désirer, voire même de respirer. C'est-à-dire qu'il n'existe plus. Il n'est donc pas surprenant, du coup, qu'on comprenne encore un petit peu plus pourquoi on m'a demandé de m'intéresser un peu plus à l'eau et que ce soit du coup Mère Marie qui soit la première à s'être présentée pour guider au travers de mon propos le chemin vers la réhabilitation de l'enfant intérieur. Parce que c'est bien de ça qu'il va s'agir dans les premiers temps de la sortie d'emprise et même un petit peu avant pour l'hypersensible, c'est de réhabiliter
son enfant intérieur. Donc vous comprenez bien qu'entre le moment où on décide de sortir d'emprise, parce qu'on vient de réaliser, et le moment où on va pouvoir le faire, il doit s'écouler un peu de temps pour consolider l'intérieur. Et cet intérieur ne peut pas être consolidé sans l'intervention, le soutien de l'enfant intérieur. Donc on voit que finalement, ce n'est pas tellement la personne toxique ou même le pervers narcissique qui exerce la plus grande emprise sur l'individu. Et qu'en fait, le pervers narcissique et compagnie, là, ne sont que le reflet de ce qui se passe déjà à l'intérieur. Parce qu'en réalité, il n'aurait jamais pu mettre l'individu sous emprise s'il ne l'était pas déjà. Et oui. Donc le premier adversaire, ce n'est pas celui qui est à l'extérieur, c'est bien celui qui est à l'intérieur. On ne peut pas sortir d'emprise si on n'a pas travaillé à l'intérieur. Vous pourrez toujours sortir physiquement, mais si l'intérieur n'est pas réhabilité, vous reviendrez sous emprise. Et c'est souvent ce que oublient finalement les personnes qui accompagnent les autres personnes qui sont sous emprise et qui ne comprennent pas, mais pourquoi elle y retourne, mais pourquoi il y retourne. Et parce que l'intérieur n'est pas refait. Il a bien compris, ou elle a bien compris vos arguments, et il en est conscient, mais il y a tout un travail qui n'a pas encore été fait. Et tant que ce travail n'est pas fait, tant que la sortie totale et complète sera très compliquée. Donc c'est bien parce que nous avons mis nous-mêmes notre enfant intérieur sous emprise de nos peurs, de notre blessure de rejet, que PN et consorts ont pu nous mettre sous emprise également. Loi d'attraction oblige. C'est donc en libérant notre enfant intérieur, en nous remobilisant, en réapprenant à dialoguer avec lui, en pensant ses blessures, pensez, vous pouvez l'écrire dans les deux sens, en pensant les blessures que nous lui avons infligées, et en l'aimant tel qu'il est, qu'il va devenir possible de cheminer vers la libération des personnes toxiques. Et je dis bien des personnes toxiques parce que les enfants, vous savez, ils sont très spontanés. Hein. Quand une personne ne leur plaît pas, ils le signalent. D'ailleurs, je suis sûre qu'au moment où vous avez rencontré votre personne toxique, votre enfant intérieur, quelque part, il a essayé de vous faire comprendre que cette personne, il ne fallait pas la prendre. Vous n'avez pas écouté parce que vous l'avez emmuré. En le réhabilitant, il va devenir votre meilleur allié pour identifier les autres personnes toxiques déjà présentes dans votre entourage. Parce qu'il faut se dire les choses. Hein. La personne qui est là, c'est juste l'arbre qui cache la forêt. Donc, plus vous allez prendre soin de votre enfant intérieur et être à l'écoute avec lui, le réparer, le guérir, le jouer avec lui, être dans les plaisirs avec lui, plus vous allez voir que votre environnement aussi, il va changer. Et il y a des personnes qui ne pourront plus avoir accès à vous. Parce que vous aurez cette guidance intérieure, de l'enfant intérieur que vous aurez appris à écouter, qui vous indiquera des choses. L'eau, c'est aussi l'élément qui est le plus relié à la Lune. Je vous apprends rien. Hein. Donc l'astre lunaire qui est quand même le symbole de tout ce qui est caché et de tout ce qui est illusoire. Le conseil de Maître Marie, que l'on soit encore en relation ou non avec des personnes toxiques, c'est d'aller visiter nos eaux intérieures pour aller révéler ce qui est caché là-bas, le fameux joyau, les fameux joyaux. C'est-à-dire notre enfant intérieur, mais aussi les croyances limitantes que nous avons nourries et qui ont contribué à lui faire du mal. Et au moment où vous trouvez ça, vous trouvez les joyaux en même temps. Parce que c'est là aussi que vous allez découvrir toutes les compréhensions qui vous ont manqué, toutes vos capacités, et comprendre aussi quelles sont vos douances, qu'est-ce qu'il faisait spontanément, cet enfant intérieur, qu'est-ce qu'il aimait faire, et ce sont vos douances. Et ces douances, on verra plus tard, qu'elles n'ont pas été déposées en vous pour rien. Elles ont leur utilité.
Et c'est pas pour rien non plus que les personnes toxiques ont œuvrent à essayer de les éteindre, de fait. Donc je disais que c'est vraiment l'enfant intérieur qui va détenir toutes les informations nécessaires à votre guérison et à votre libération. C'est lui qui va avoir les clés pour vous permettre d'ouvrir la voie vers la libération et donc la reprogrammation positive. Il a les clés pour nous permettre d'offrir à nos os de nouvelles programmations plus en adéquation avec qui nous sommes vraiment et plus en adéquation avec notre épanouissement. C'est lui qui vous aide à vous épanouir en réalité. Mais comme je vous le disais, renouer avec son enfant intérieur, ça prend du temps. Il a peut-être été facile de l'enterrer, mais le déterrer et recréer du lien avec lui, ça prend du temps parce que ça reste un enfant à qui on a fait du mal, qui n'est pas obligé de nous faire confiance. Et oui, ça doit être votre enfant intérieur, il n'est pas obligé de vous faire confiance. Il va vouloir des preuves. Il veut des preuves. Pensez à un enfant que vous avez dans votre entourage. Combien de fois, ils nous disent prouve-le, surtout quand ils sont petits. Donc cet enfant que vous avez traumatisé en l'enterrant, il va être nécessaire de reprendre le temps de recréer un lien de confiance, de lui recréer un univers intérieur dans lequel il va se sentir bien, suffisamment à l'aise, suffisamment respecté et suffisamment rassuré pour accepter de revenir jouer avec vous. Ça veut dire encore une fois, les gens qui vous disent de sortir d'emprise du jour au lendemain, c'est pas forcément une bonne idée. Donc, c'est lui qui a les clés pour tout ça. Et il va vous poser quelques questions pour commencer. Il va essayer de comprendre pourquoi vous ne l'avez pas écouté. Il va essayer de comprendre pourquoi, au lieu d'aller chercher à l'intérieur de vous, dans vos os à vous, les solutions à vos problèmes, pourquoi vous vous êtes dirigé vers quelqu'un d'autre? Pourquoi vous avez douté de ses connaissances à lui et que vous avez plutôt fait confiance aux connaissances d'un autre? Vous l'avez un peu énervé en l'enterrant. Donc il va pas vous parler avec du chamallow dans la bouche et non. Au début, il va vouloir des vraies réponses et il va étudier chaque réponse pour voir si elle est fiable ou pas. C'est dans l'eau de notre corps que nous devons venir nous abreuver. Notre corps est un temple de connaissances détenu par notre enfant intérieur. Comprendre ce qui nous pousse à aller chercher cette connaissance à l'extérieur, cette source d'eau sacrée dans le puits vide des personnes toxiques, et on parle bien d'un puits vide, c'est déjà un pas vers la guérison de l'hypersensible. Parce qu'à un moment donné, pourquoi j'insiste sur puits vide, c'est qu'à un moment donné, l'hypersensible réalise qu'en face, la personne est vide. S'il n'y a pas d'hypersensible pour le nourrir, s'il ne peut plus vampiriser l'hypersensible, il est vide. Il n'y a rien. Comprendre ce qui pousse l'hypersensible à assécher son puits pour aller remplir le puits de personnes qui ne font pas l'effort de remplir leur propre puits. Ce sera le second pas vers la guérison. L'hypersensible, c'est souvent quelqu'un de bienveillant, qui a aussi un petit peu le complexe du sauveur, et qui finira par comprendre, en communiquant avec son enfant intérieur, que c'est bien ce complexe du sauveur aussi qui l'a tué.
Il n'y avait pas de sauveur à l'extérieur de lui, et il n'est pas là non plus pour être le sauveur de tout le monde. Il y a une youtubeuse qui a une expression très juste, Marie Evody, qui explique que l'hypersensible, à un moment donné, il doit comprendre qu'il est comme un joyau dans une banque suisse. On n'entre pas dans une banque suisse comme ça, dans la pièce des coffres au trésor, dans n'importe quelle banque d'ailleurs, qu'elle soit suisse ou autre. On n'entre pas comme ça. Il y a tout un tas d'étapes à passer, de reconnaissance, de code, de signature, pour accéder au joyau. Et c'est ça que l'hypersensible doit comprendre. Il est porteur d'un joyau qui lui a été divinement transmis pour une raison particulière. Il doit protéger ce joyau. Il est comme ce joyau d'une banque suisse. On n'approche pas un hypersensible avec aisance. Et l'hypersensible doit laisser son complexe de sauveur pour accepter de ne plus être approché avec aisance. Il faut mettre en place des tests, des codes, des signatures, une douane, des herses, une armée de gardes du corps. Donc, il est important, et ça l'enfant intérieur va aussi le faire comprendre et le faire travailler à l'hypersensible, qu'il comprenne qu'il est le gardien d'un trésor. Et que ce trésor lui a été donné pour une raison très particulière, très précise. Le divin ne se trompe pas dans ce qu'il fait. Et très souvent, en plus, l'hypersensible n'est pas conscient de ce trésor. Lui, il ne sait pas qu'il a ça. Mais les personnes toxiques qu'il a attirées ont déjà vu ce trésor. Et c'est bien ça, la chose. Et ce trésor a un lien avec la lumière de l'hypersensible. Les hypersensibles sont souvent des gens très lumineux. C'est pas pour rien. Il y a une raison à ça. Mais vous comprenez bien que autant la lumière agresse l'obscurité, autant l'obscurité agresse la lumière, et que c'est un combat perpétuel et permanent depuis la nuit des temps entre la lumière et l'obscurité. Et c'est bien de ça qu'il s'agit. La lumière de l'hypersensible. La lumière de l'hypersensible est le trésor convoité par les êtres toxiques. Car c'est cette lumière qui est garante des douances, des talents et de toutes les aptitudes que la bonne fée de l'hypersensible a déposées dans son berceau à sa naissance. Et il est le gardien unique de ces trésors. Il n'y a pas un hypersensible qui peut dire à un autre hypersensible « Tiens, je viens garder ton trésor ». C'est pas possible. C'est l'individu seul qui doit garder ce trésor. Et donc c'est pour ça qu'il est urgent que l'hypersensible prenne conscience de ça, se reconnaisse comme tel et prenne conscience qu'il est le seul gardien de ce trésor et que par extension, il n'y a que lui qui peut poser un système de sécurité pour protéger ce trésor. Si vous avez un doute là-dessus, rappelez-vous de l'image de ce coquillage que la mère m'a envoyé. Il était ouvert, il s'est fermé. Il n'a pas cherché. Il a protégé son trésor. Alors, Marie-Madeleine propose un petit exercice parce qu'elle s'est invitée ensuite pendant la présentation de cet article que je vais vous lire. Vous allez pouvoir, je vais le dire lentement, comme ça vous pourrez noter et pouvoir le faire par la suite, si vous en désirez, enfin si vous en ressentez l'envie en tout cas. C'est une petite méditation
où elle nous invite à prendre une profonde respiration et à nous détendre. Visualisez dans votre ventre un écrin doré en forme de coquillage. Posez votre main sur votre ventre et respirez profondément. Détendez-vous encore plus et ressentez votre coquillage en train de baigner calmement dans vos eaux intimes. Ressentez-le. Sentez comment il est tendrement bercé par vos eaux intérieures. Et détendez-vous encore plus. Visualisez une fine couche de nacre au reflet irisé qui vient délicatement se déposer dans votre coquillage jusqu'à former une perle précieuse. Observez la beauté de cette perle, sa lumière, et prenez conscience du fait qu'elle est très précieuse. Familiarisez-vous avec le moment subtil d'ouverture et de fermeture du coquillage et laissez votre respiration se calquer naturellement avec ce mouvement. Votre coquillage s'ouvre à l'inspire et se ferme à l'expire. Vous vous sentez bien, apaisé, en harmonie avec vous-même, avec votre lumière intérieure. Plus vous ferez cet exercice, plus vous pourrez développer votre sensibilité, prendre conscience de l'importance de protéger la perle que vous êtes et surtout comprendre que bien que votre perle soit différente de celle des autres, elle n'a pas moins d'importance, bien au contraire. C'est dans cette différence que tout se joue. C'est en elle que réside l'essentiel de votre existence. Vos dons, votre douance. Prenez le temps de connecter avec cette perle, de vous charger de son énergie et de lui envoyer de l'amour. Vous pouvez réaliser cet exercice aussi longtemps que vous le souhaitez. Et quand c'est le moment pour vous, revenir tout simplement. Donc voilà, vous pourrez réécrire cette petite méditation ou attendre, je la mettrai de toute façon sur le blog du site pour pouvoir refaire régulièrement cet exercice. Donc revenons au thème. Donc nous sommes toujours sur l'eau et l'importance de la programmation cellulaire dans le lien entre l'hypersensible et la personne toxique. Voire même dans le lien entre l'hypersensible et l'hypersensible d'abord en fait. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'à la naissance, nous sommes composés de 75% d'eau, puis ça diminue un petit peu après avec le temps, puisque une fois à l'âge adulte, on n'en a plus que 60% et au grand âge, 50%. D'où le fait de boire de l'eau régulièrement, c'est important. Notre cerveau, quant à lui, pendant tout le long de notre vie, il est composé à 90% d'eau, au même titre que quasiment que notre cœur et que notre sang. Eux, ils sont à 80%, mais 80-90%, on est quasiment sur les mêmes
les mêmes taux d'eau. Et c'est important. C'est très important, surtout quand on connaît les travaux du docteur Emoto sur la mémoire de l'eau et l'impact de notre environnement sur la cellule d'eau. Hein, pour ceux qui souhaitent avoir plus d'informations, enfin plus approfondies en tout cas sur ces études, je vous invite à chercher sur Internet. Hein, elles sont très faciles à trouver. Alors c'est vrai que dans l'expérience du docteur Emoto, il s'est beaucoup concentré sur l'impact de l'environnement extérieur sur la cellule d'eau et non intérieur. Alors je le fais rapidement. Donc il avait pris 2 verres d'eau, un verre qu'il avait mis dans un environnement zen, tranquille, harmonieux, et un autre qu'il avait mis dans un environnement très stressant, très agressif. Et les cellules d'eau avaient évolué en fonction du type d'environnement. Là où elles étaient dans un lieu harmonieux, on avait des belles cellules d'eau, très bien formées. Et là où l'environnement était beaucoup plus agressif, les cellules étaient abîmées. Donc vous allez me dire, oui mais ça prouve que c'est quand même bien l'environnement extérieur qui agit. Pas que. On a vu en première partie de cette vidéo que l'individu a programmé lui aussi. Donc il a mis lui aussi son intérieur, on va dire, en contexte stressant et disharmonieux. Donc il y a bien un stress intérieur pour les cellules d'eau qui vont réagir en fonction. Et qui vont aussi se déformer en fonction. Ça, c'est le principe des cellules miroirs, qu'on verra peut-être plus tard. Voilà, mais là n'est pas le thème. Donc pour la partie intérieure, si, c'est ce qu'on a vu dans la première partie de la vidéo. Maintenant, l'impact extérieur, qu'est-ce qu'on sait d'autre? On sait que nous sommes la synthèse des 5 personnes que nous côtoyons le plus souvent. C'est un coach américain qui s'appelle Jim Rohn, j'ai noté son nom, qui a fait ce constat. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Autrement dit, par effet de mimétisme, il y a imprégnation cellulaire de par les personnes que nous côtoyons le plus. C'est-à-dire que notre entourage programme lui aussi nos cellules, nos pensées, nos émotions, notre façon de vivre, notre façon de réagir par l'influence qu'il a sur nos os, exactement comme dans l'expérience du docteur Emoto. Cette influence, d'après les sociologues qui ont travaillé sur le thème, monte à 95%. C'est-à-dire que 95% de nos émotions, de nos pensées, de nos prises de décision, de nos actions, de notre façon de voir le monde et de nos ambitions sont influencées par la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous sommes entourés d'individus, de notre famille d'âme, pour ceux qui sont dans le monde de l'énergie et du bien-être, nous avons 95% plus de chances d'atteindre nos objectifs. Parce qu'on est en mode good vibes, entouré de good vibes, qui viennent renforcer notre monde intérieur good vibes. Si nous sommes entourés essentiellement de personnes toxiques ou perverses narcissiques, on a 95% de chances de ne pas atteindre nos objectifs. Parce qu'on est en mode bad vibes à l'intérieur, entouré de personnes qui sont en mode bad vibes, et dont le seul objectif est de nous maintenir en mode bad vibes. Voilà. Et tout ça de par les fonctions de programmation et de mémoire de l'eau. Nous sommes nés des eaux de la mer divine. L'eau est en nous un espace sacré à part entière. Un espace dans lequel nous devons pouvoir nous abreuver.
C'est important pour les hypersensibles, enfants de lumière, de préserver leurs os, de faire attention à ce qui peut impacter leurs os et de comment leurs os réagissent. Les enfants de lumière, généralement, les hypersensibles, on capte très vite ce qui se passe dans nos environnements. On est un peu des éponges émotionnelles. Donc si vous êtes dans un environnement qui vous met en disharmonie au niveau de vos os intérieurs, il ne faut pas rester là. L'hypersensible va devoir apprendre à retirer son masque, voire ses masques, pour se retourner vers son enfant intérieur, se réconcilier avec lui et permettre à cet enfant de lui apprendre à lire les os en lui. Dans un même mouvement, il va devoir laisser ce grand ménage se faire dans son environnement extérieur. Ce n'est pas un ménage qui se fait contre les autres, c'est un ménage qui va se faire pour se préserver lui, préserver ses joyaux intérieurs. Préserver ce qu'il a de plus précieux en lui et pour lui permettre de se rapprocher de plus en plus de qui il est vraiment, c'est-à-dire sa fréquence source, sa propre vibration. Dépolluant ainsi progressivement ses cellules, il devient de plus en plus efficace et en maîtrise de ses douances. Et c'est ce qui va vraiment lui permettre d'accepter de plus en plus sa différence. Est-ce que si Beethoven n'avait pas accepté sa différence, il aurait été Beethoven? Est-ce que Albert Einstein, s'il n'avait pas accepté sa différence, aurait été Albert Einstein? C'est bien en acceptant les différences qu'on fait avancer les choses. Ça, c'est la règle pour tous les hypersensibles. C'est bien parce que nous sommes différents que nous pouvons faire avancer les choses. C'est bien cette différence qui est utile et c'est cette différence qui constitue notre lumière particulière. Cette lumière qui, à un moment donné, va éclairer le chemin des autres. Et il ne s'agit pas, je ne suis pas en train de dire, parce que je connais les hypersensibles et le côté un peu zèbre de l'hypersensible, d'aller dire aux autres ce qu'ils ont à faire ou pas à faire. Faites-vous déjà ce que vous avez à faire à l'intérieur de vous. Le reste se fera naturellement. Donc on voit au travers de ce thème de l'eau que la communication avec nos mémoires cellulaires, avec nos os intérieurs, est un incontournable sur le chemin de la guérison de l'hypersensible. C'est une route obligée. C'est un peu comme si, à un moment donné, je vais prendre l'exemple du miroir, parce que le miroir est aussi un reflet et peut s'apparenter à l'eau. Cette rencontre avec cet individu dans le miroir, qui est à l'intérieur de nous, est inévitable. Et vous allez apprendre beaucoup de cet individu dans le miroir, parce que quand vous allez la voir face à vous, votre enfant intérieur, il va s'asseoir à côté de vous et va vous dire les choses. Il va vous dire, tu vois là, cet individu, il a une faille là. Et la personne toxique, elle est entrée par là parce qu'elle l'avait vu. Il y a une autre faille là. Et là aussi, il faut aller réparer. Votre enfant intérieur, il va vous indiquer comme ça. Et au fur et à mesure que vous allez réparer ces différentes failles, ça va créer une nouvelle programmation dans vos os intérieurs, donc une nouvelle programmation cellulaire. Et ce travail de réparation va vous obliger aussi à aller toucher vos douances, à aller prendre contact avec vos douances et en devenir, en avoir la maîtrise en fait. Et ça aussi, ces capacités que vous allez vous découvrir, vont venir aussi créer une nouvelle programmation cellulaire. Et plus vous allez avancer dans ce sens-là, plus vous allez aussi comprendre votre mission de vie. Parce que s'il y a bien une chose dont l'hypersensible est conscient, de A à Z, c'est qu'il n'est pas là par hasard. Mais très souvent, le pourquoi il est là lui échappe. C'est sur ce parcours, c'est en naviguant avec vos os intérieurs que vous allez comprendre pourquoi vous êtes là,
pourquoi vous avez traversé certaines épreuves et pourquoi c'est justement dans ces épreuves que vous avez pu acquérir les outils pour votre mission de vie. Et c'est vrai que je vais finir avec une phrase qui est très choquante, en tout cas quand on ne la comprend pas ou quand on l'entend pour la première fois. Mais la rencontre avec une personne toxique, voire un pervers narcissique, est un réel cadeau du divin. Parce que sans la présence de cette personne, l'hypersensible ne se réveillerait pas. Il ne pourrait donc pas accomplir sa mission. Il ne pourrait donc pas remplir son contrat avec le divin. Donc voilà, c'était le thème que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue, on est à 50 minutes à peu près. J'espère qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a permis d'éclairer certaines choses. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. En barre d'infos, vous avez aussi mon contact. Si ça vous a plu, que ça vous a été utile, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, quelques petits pouces. Et je reviendrai vers vous sur ce thème en allant encore un peu plus loin parce qu'il y a eu d'autres informations qui m'ont été données, mais je n'aime pas faire des vidéos trop longues, donc voilà. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous.